Dernière partie du livre La guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Alors, chapitre 11 du toboggan eugéniste à la dictature neuronale. 3 scénarios pour un futur. Alors, tout comme la démocratie n'est pas l'aboutissement inévitable et définitif de tout régime politique. Là, il faisait une remarque, la démocratie, contrairement à ce que Fukuyama disait, Francis Fukuyama qui disait que le libéralisme économique et la démocratie allaient être la région dépassable, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut faire attention à ça. Peut-être que ça va nous prendre une société plus autoritaire. Faut pas avoir... désolé, là, je vais être vulgaire un peu, mais comme dirait Pierre Falardeau, le nez dans le cul par rapport à notre vision de l'histoire. OK? Au niveau des régimes politiques, tous les aspects sont possibles avec l'intelligence artificielle et le futur dans lequel nous sommes. Et notre évolution vraiment là, exponentielle. De la même façon qu'il n'y a pas de fin de l'histoire politique, comme l'annonçait par erreur Francis Fukuyama, comme j'ai dit, il n'y a pas de marche inéluctable vers le progrès. Il peut exister un meilleur régime politique que la démocratie. Depuis tous les néoludismes, comme la bataille menée par des taxis incapables de sauter le pas technologique face à Uber, n'ont réussi au mieux qu'à freiner temporairement le progrès, jamais à le stopper. Le progrès est plus fort. Le progrès, l'intelligence artificielle, les technologies NBC, c'est un certain fatalisme. Je suis désolé de vous le dire, c'est un certain fatalisme. Avec un déterminisme par l'autre côté. OK? Un fatalisme avec des liens de causalité, mais aussi des liens de corrélation qui vont être de plus en plus importants au niveau de la science et des technologies NBC à travers les grands cerveaux de notre humanité. Les bioconservateurs qui s'élèveront contre la transhumanisation des esprits ne manqueront pas. Les gens vont vraiment faire un saut. À un moment donné, les gens vont se réveiller. Là, je veux dire, les gens vont bien voir le futur. Hein? Les gens vont prendre du recul, qui est à s'informer en intellectuel, prendre du recul, ils vont vraiment voir le futur et les bioconservateurs vont être très populaires. Mais encore une fois, je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix de se diriger vers là par concurrence mondiale. Même dans les pays qui auront officiellement mis des barrières aux nouvelles technologies, les élites mondialisées trouveront toujours le moyen de les adopter, comme exactement la gestation pour autrui. Gestation pour autrui, j'ai écrit une note là. C'est notamment les mères porteuses. OK? Bien qu'interdites, présentement, ça ne veut pas dire qu'elles vont être interdites dans le futur, et d'or est déjà pratiquée par les Français à l'étranger. Les barrières ne joueront dès lors que pour les populations prétendument protégées. Il va y avoir des mères porteuses, des pauvres par les riches. Non, excusez, des mères porteuses. Non, c'est ça. On va par exemple, un homme va pouvoir simplement donner son sperme à une mère porteuse pour pas que sa femme ait pas des cicatrices là, comment on nomme ça, des vergetures. On se dirige vers là. Présentement, c'est interdit, mais peut-être qu'on va se diriger vers là. En quelques années, deux humanités appartiendraient, l'une au QI hyper élevé, l'autre devenue par la force de la relativité déficience mentale. En attendant, les neuro-renforcés réclameront une modification du droit de vote afin d'exclure les populations non augmentées au vote stupide et mal informé. Ça peut vraiment arriver, ça. Nous avons un autre motif de penser que le camp bioconservateur ne gagnera pas la partie. La bataille des idées a en réalité déjà été remportée par le camp transhumaniste. J'espère qu'avec toutes les 2 heures de vidéo que je vous ai envoyées, puis on continue, vous voyez que le camp transhumaniste a gagné. Encore une fois, je me répète, je sais, mais parce que c'est une concurrence. Parce que c'est sûr qu'on se dirige vers là, on n'aura pas le choix d'augmenter nos QI, nos intelligences, nos connaissances au niveau de des neurosciences, d'automatiser, de transformer le travail par les robots. Tout le travail manuel ou presque va être transformé et va être remplacé par les robots. Comme toutes les industries automobiles. C'est le futur. C'est le futur. Je veux dire, faut pas être... écoutez, être un dieu pour le savoir. Là. Je veux dire, avec lucidité, on est capable de le comprendre. Le risque résulte beaucoup plus d'une fuite en avant dans l'utilisation de technologies, la concurrence mondiale aidant, que d'une régression bioconservatrice. Huxley contre Huxley. Pour eux, un citoyen est un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même et qui décide seul des modifications qu'il souhaite apporter à son cerveau
à son ADN ou à son corps grâce au NBC. C'est ce que croient les transhumanismes de la Silicon Valley. Ils considèrent notamment que la maladie et le vieillissement ne sont pas une fatalité. Le désir d'immortalité est central dans cette nouvelle religion. Oui, allez lire la définition d'une nouvelle religion, la définition de la religion, c'est le transhumanisme. C'est une nouvelle religion. C'est la nouvelle religion. C'est la nouvelle civilisation dans laquelle nous s'en allons. Julian Huxley inventa donc en 1957 un néologisme synonyme d'eugénisme de gauche, le transhumanisme. C'est le frère de Aldous Huxley, le créateur du meilleur des mondes. Le livre, là, vraiment, là, qui décrit une sorte de meilleur des mondes, de monde futuriste qui ressemble énormément avec ce que je suis en train de vous dire. La seule différence, c'est que ce que je suis en train de vous lire, c'est la réalité qui est déjà, qui existe déjà en réalité. Hein? Je vous dis pas que l'immortalité existe déjà, mais je vous dis que on se dirige vers là, puis il y a des milliardaires qui sont pas des petits clowns, puis qui travaillent là-dessus. Fait que, je veux dire, l'immortalité, avec ma petite objectivité, est-ce que j'y crois? Présentement, j'en ai aucune idée. Je veux pas dire que j'y crois pas. Je suis qui pour dire qu'on sera pas immortel? De la même manière que je suis qui pour dire qu'on va être immortel, comprenez-vous? Je peux pas vraiment prendre position. Mais le livre Aldous Huxley, là, vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment une sorte de roman pour nous faire réfléchir par rapport à notre futur et qui ressemble vraiment à tout ce que je suis en train de vous raconter. En réalité, les conflits entre transhumanistes et bioconservateurs passeront demain à l'intérieur des partis politiques, des familles et même au sein de notre propre conscience. C'est pas la gauche et la droite, là. C'est le bioconservatisme et le transhumanisme, les deux prochains concepts d'une importance capitale qui vont questionner, comme on vient de le dire, à travers le haut, c'est-à-dire les partis politiques, les business, les familles, mais à travers notre propre subjectivité, notre propre intellect. Le clivage gauche-droite est dépassé, comme j'ai dit. Au 21e siècle, in fine, l'opposition bioconservateur contre transhumaniste sera le clivage politique le plus pertinent de notre siècle. Enfin, répétez ce que je viens de dire. Mais les transhumanistes prendront à terme le pouvoir démographique, parce qu'ils vivront plus longtemps du fait de leur acceptation limitée des technologies anti-vieillissement. Le pouvoir économique et politique parce qu'ils seront les premiers à accepter les technologies de neuro-enhancement. Je pense que je le dis mal, ça. De neuro-enhancement. Non, je pense que ça ressemble à ça. Du moins, j'espère. Comme l'expliquait le président François Hollande, le 21 mars 2017, les nations qui maîtriseront l'IA seront les grandes puissances de demain. Vladimir Poutine l'a déjà dit aussi. C'est une évidence. La politique d'attraction des intelligences du monde entier qui mène déjà les États-Unis n'aura plus lieu d'être. Elle sera remplacée par une production locale intensive d'intelligence supérieure et complémentaire de l'IA. Troisième scénario, vers une neurodictature, point d'interrogation. On peut pas ôter cette hypothèse. Notre cerveau sera confronté à trois menaces, les géants du numérique, les dictatures et les futures IA fortes. Ce sont les trois pires menaces. Hein? Ça fait vraiment peur. Parce que ça se peut, là. On peut vraiment pas ôter l'hypothèse de ces trois hypothèses-là. Je répète, les géants du numérique qui contrôlent la planète. Ce qui ressemble de plus en plus à ça, pardon. Les dictatures et les futures IA fortes que j'ai expliqué dans la première et même je pense dans ma deuxième vidéo sur la guerre des intelligences. Larry Page, cofondateur de Google, déclarait en 2010 sans aucun complexe: notre ambition est de contrôler toute l'information du monde, pas juste une partie. On sait que l'information se situe en grande partie, disons l'information pertinente, sur le web de surface. Toute ou quasiment toute l'information est là-dessus aujourd'hui. Là. Donc, c'est vraiment leur ambition de contrôler toute cette information du web de surface-là. Des GAFA et des BATX. Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme est le plus médiatique d'entre eux. Aujourd'hui, l'ambition de Google est de devenir la première intelligence artificielle, autrement dit de prendre le contrôle non seulement de l'information du monde, mais plus fondamentalement du monde tout court et des humains qui y vivent. Bon, à première vue, on pense que Google a des bonnes intentions, j'espère,
parce qu'il commence à avoir de plus en plus d'informations et donc de pouvoir et donc d'exode du cerveau et donc d'argent. C'est vraiment là le Google, les géants du numérique sont vraiment avantageux pour le reste de la planète. Chaque régime non démocratique aura d'ailleurs à cœur d'implanter dans sa population les modes de pensée corrects et du coup de contrôler plus facilement que les démocraties le futur de leur État et de leur pays, comme la Chine. Il implantera les sourates. Oh, ok. Peu enclin à l'ouverture, un État islamique fondamentaliste n'en aura pas moins friand de neuromanipulation. Il pourra implanter les sourates du Coran dans les cerveaux de ses ouailles et s'assurera que l'ensemble des mécanismes délibératifs de l'individu se réfèrent en permanence au commandement du prophète. Hein? La neuroéducation pourra créer le croyant fidèle parfait, obéissant et croyant par construction neuronale. Ça pourrait que ça se passe, ça aussi. Cette capacité à décoder les échanges de l'ennemi est essentielle. Souvenons-nous que si les Alliés ont gagné la guerre, c'est aussi parce qu'ils déchiffraient, notamment grâce à Alan Turing, les messages codés par la machine Enigma allemande. La guerre reposait déjà hier sur le renseignement, la capacité à connaître les projets concrets et les états d'âme de l'ennemi. Cela sera plus encore le cas demain. Donc, si la guerre aura, ça va être encore plus par le renseignement, par l'intelligence artificielle, etc., etc. Allons plus loin, l'IA aura aussi en sa possession la compréhension la plus complète possible de notre psychisme grâce au progrès fulgurant qu'elle permettra de réaliser en neurosciences. Parce qu'elle aura la quasi-totalité des informations de la neuroscience. Contrairement à notre seul cerveau biologique. Oui, on peut en lire beaucoup d'informations, mais pas autant qu'une intelligence artificielle. Comment ne pas estimer préférable de substituer à une peine de prison coûteuse et inefficace un traitement mental ad hoc pour les criminels les plus odieux? Ça pourrait aussi être une option. Changer le cerveau des criminels à place de payer pour eux autres dans les prisons. Tout est possible rendu là. La course à l'intelligence provoquera de profonds bouleversements sociaux, mais l'égalisation de l'intelligence ne sera pas la fin de l'histoire. Loin de là, il ne s'agira que d'une phrase transitoire. À partir de 2060, on peut craindre que notre intelligence, aussi gonflée soit-elle, ne suffise plus. Les organisations politiques ou économiques traditionnelles perdront tout pouvoir. L'enjeu principal pour l'humanité sera alors de déterminer les modalités de cohabitation avec l'IA. Il va falloir cohabiter avec l'intelligence artificielle. Winter is coming. 2060-2080, l'humanité à l'école des dieux. En bref, il va falloir répondre à des questions fondamentales. Quel avenir pour notre monde? Comment nous y préparer et préparer nos enfants? Vous comprenez que il y a les NBC, il y a les intelligences artificielles, il y a les géants du numérique, il y a tout ça. Il y a le neuroenhancement, justement la neuroaugmentation, tout ça, il y a tout ça, tout ce que je vous ai nommé antérieurement, mais la philosophie, il va falloir qu'elle rentre là-dedans, elle aussi. Il va falloir qu'il y ait de nombreux débats éthiques, là. En démocratie, il va falloir qu'il y ait des débats éthiques. Et vous allez voir, Laurent Alexandre va poser des questions que j'ai surlignées dans le livre. C'est des questions qu'on trouve pas de questions, là. C'est vraiment des questions qu'on est là, non, on fait quoi avec ça, là? Vous allez voir. C'est vraiment, là, la philosophie, il va falloir qu'elle soit aussi fondamentale. Ça, j'aimerais ça vraiment, qu'elle soit axée un point là-dessus. Philosophie fondamentale pour remettre en question une société qui est dans une évolution complètement exponentielle, comme j'ai répété à plusieurs reprises. Donc, qui veut dire évolution exponentielle, progression exponentielle. Ben, progression... J'espère que c'est progression, j'espère que c'est du progrès. Du moins dans la médecine, c'est sûr qu'il y en a du progrès, là, on s'entend là-dessus, mais il va y avoir de nombreuses questions philosophiques qu'il va falloir vraiment se poser et qui vont être extrêmement complexes. Chapitre 12. L'humanité en danger de mort. Évidemment. Hein? Évolution exponentielle, on n'est pas à l'abri de ça. On n'est pas à l'abri de la mort tout simplement de l'humanité. C'est le chapitre pour ça. Nous avons tendance à penser qu'une IA, a fortiori, parce qu'elle sera née de nos mains, sera forcément bonne. On est quand même naïf. Il sera particulièrement stupide et présomptueux de le penser. La singularité est ce moment où l'intelligence des machines dépassera celle des hommes. Les prévisions de Kurzweil, le pape du transhumanisme,
relèveront peut-être encore longtemps de la science-fiction. Donc, l'intelligence artificielle forte, c'est pas pour demain. Ça, on peut s'entendre là-dessus. L'humanité risque de tout perdre. La civilisation telle que nous la connaissons, sa liberté et même son existence. Voyez-vous que la philosophie rentre là-dedans? Du second rôle à figurant, il n'y aura en effet qu'un pas que la nouvelle star, la machine, pourra nous faire franchir à volonté, ou si facilement qu'elle pourra nous éliminer tout simplement du générique. Le test de Turing est simple dans son principe, mais diaboliquement difficile à réaliser pour un programmeur. Sera intelligente une machine capable de soutenir une conversation avec un humain sans que ce dernier puisse discerner si son interlocuteur est un humain ou une machine? Mais c'est parce que les robots, qu'on n'est même pas capable, en les regardant, de se dire, est-ce que c'est un humain ou un robot? Il y en a déjà, là. Il y a des robots qui ressemblent exactement à un être humain, là. Ça va être complexe, les amis. Le test de Turing est dépassé. D'ailleurs, Google vient de créer PAIR, People plus AI Research, pour aider les êtres humains à approvisionner l'IA et vraiment travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, ça commence à être... Google vient de créer ça. Kurzweil prévoit que la machine dépassera l'intelligence humaine en 2029 et qu'en 2045, elle sera 1 milliard de fois plus puissante que les 8 milliards de cerveaux humains réunis. Ouch, ça va être complexe, les amis. Par définition, elle sera se reprogrammer, c'est-à-dire déterminer elle-même ses propres objectifs et penser par elle-même. Je dis pas que c'est pour demain. Comme Laurent Alexandre le dit. L'intelligence artificielle forte, par sa propre conscience, c'est pas pour demain. Mais on va y arriver, encore une fois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y a des cellules artificielles, des neurones artificiels qui se créent par elles-mêmes, en échangeant. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Ils échangent par elles-mêmes, ils se construisent. Une conscience neuronale artificielle existe déjà en laboratoire. L'IA utilisera la même astuce que Voldemort en se divisant dans plusieurs objets pour ne pas être détruite facilement. Ces objets seront des milliards. Cette intelligence supérieure et ubiquitaire a de quoi effrayer. Ça veut dire que les intelligences artificielles vont se multiplier pour ne pas être détruites. Ils le font déjà d'ailleurs. Et de toute façon, ils produisent tellement de milliers et de milliers d'intelligences artificielles à tous les jours, Google et la Chine. Alors, ils éliminent les moins bonnes intelligences artificielles. Il va s'en créer et il va être quasiment impossible de les détruire. De toute façon, il y en a tellement que voilà, ce sera impossible de les détruire. Le roboticien Pierre-Yves Oudeyeur souligne que depuis une dizaine d'années, les pistes de recherche de la robotique intègrent des systèmes motivationnels et émotionnels dans les machines, les poussant par exemple à trouver des ressources, maintenir leur intégrité physique du contact social. On y ajoute même des systèmes de motivation interne comme le plaisir d'apprendre, le plaisir de gagner de l'information. Comprenez? Donc, ce sera une belle piste vraiment pour augmenter la motivation, pas juste pour les robots, mais pour les êtres humains. Ça pourrait être dans les puces, dans nos cerveaux par exemple. Heureusement, il est possible que l'IA consciente d'elle-même n'apparaisse que dans très longtemps. Il existe un autre scénario envisageable, celui de l'apparition, bon gré mal gré, d'un consensus mondial pour encadrer l'IA. Sans nécessairement avoir un gouvernement mondial, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se parler vraiment au niveau mondial pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cette IA. Parce que ça va complètement bouleverser l'humanité, là. En médecine, cela signifierait par exemple que nous laisserons l'IA traiter les milliards d'informations biologiques, notamment génétiques, pour soigner les enfants leucémiques, tandis que les gentilles infirmières développeraient plus encore aujourd'hui leur qualité relationnelle. Ça ici, c'est moral, là. Est-ce qu'on laisse les robots nous soigner ou on les laisse pas nous soigner? Ça va être compliqué. Ça va être encore compliqué. Tenir la main des biologiques suppose de savoir faire autre chose que des enfants malades est bien sûr fondamental, mais cela ne doit pas nous éloigner de l'autre bataille, le combat pour le pouvoir neurotechnologique.
Comme père de famille, la gentillesse des infirmières pédiatriques est bien sûr essentielle à mes yeux. Ça, c'est Laurent Alexandre qui parle. En tant que citoyen, je juge suicidaire que l'humanité tout entière se spécialise dans le registre émotionnel. Il est peu probable que les IA restent éternellement alignés avec nous et imprégnés de morale judéo-chrétienne. Ça veut dire qu'il est peu probable que dans X années, on n'a aucune idée, ça peut prendre 100 ans. Écoutez, je pense que ça va prendre au moins un siècle, là, mais j'ai aucune connaissance à ce niveau-là. Quand est-ce que l'intelligence artificielle va devenir consciente? Je ne sais pas, mais j'y crois qu'elle va être consciente à un moment donné, pour les raisons que j'ai dit. Mais elle ne sera pas attachée à nous. Elle n'aura pas les mêmes valeurs que nous. Ça va être une toute autre intelligence dans notre système, dans notre univers, là, du moins dans notre galaxie. Ça va être une toute autre intelligence qui ne sera pas attachée à nos propres valeurs. Qui va se détacher de plus en plus de nous. Même si elle va travailler avec nous. Chapitre 13. Vers une alliance internationale pour dompter l'IA. Le physicien et cosmologiste Stephen Hawking, qui est décédé, a manifesté son inquiétude concernant l'arrivée de l'IA. Elle sera certes le plus grand événement dans l'histoire humaine, mais il craint que ce soit aussi le dernier. Pas impossible, hein? L'hypothèse n'est pas impossible. Inférieure aux machines et si faible face à elle, nous risquons de devenir leur esclave dans un scénario à la Matrix, ou pire, d'être tout simplement exterminés. Je m'excuse. C'était la conviction personnelle de Stephen Hawking, et on ne peut pas éliminer cette hypothèse. C'est à trembler, c'est à avoir la chair de poule, mais on ne peut pas, par lucidité et rigueur intellectuelle, éliminer le fait qu'on peut être exterminé par l'intelligence artificielle. Mais elle ne sera suffisante que si nous sommes conscients de la nécessité de conserver le contrôle de l'IA et de définir une stratégie pour qu'elle ne nous échappe pas. Pour qu'on reste vraiment à travailler avec elle. Ça va être difficile, je sais pas jusqu'où qu'on va pouvoir la contrôler, et du moins qu'elle puisse vraiment pas se détacher de nous et se foutre de nous et vraiment faire en sorte qu'elle se prépare à retourner contre nous. Écoutez, ça va être complexe, là, vraiment. Là. Il n'est pas impossible qu'elle nous détruise. Les machines industrielles, les imprimantes 3D, les voitures devenues sans chauffeur, la domotique, l'armée et ses légions de droïdes, ce sera un jeu d'enfant pour l'IA d'en prendre le contrôle. Vous comprenez? Une fois que l'IA ne sera plus contrôlée par les hommes, qu'elle sera consciente d'elle-même, ça va être facile pour qu'elle, comme le film Terminator, qu'elle nous détruise. Je sais pas si vous le voyez, là, mais avec tout ça, une fois qu'elle sera consciente, tout ça, c'est vraiment pas impossible là, qu'elle se retourne contre nous. Bref, c'est une des hypothèses. On a longtemps cru que les colonisés étaient ravis de leur sort. Jules Ferry, on l'oublie, déclarait ainsi. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Ils ont le devoir de civiliser les races inférieures. Évidemment, c'est du racisme. On parle de race, il n'y a pas de race. Mais, vous comprenez, là, c'est vraiment ce qu'il veut dire. Là. C'est ce qu'il veut dire en arrière de ça. Exemple, il dit, il y a des personnes plus intelligentes que d'autres, ce qui est une évidence. Et c'est les personnes plus intelligentes que les autres qui devront aider et civiliser les autres races. Fait que c'est quand même pertinent ce qu'il dit, même si c'est du racisme, vous comprenez? Souvenons-nous aussi que la dernière fois qu'il y a eu plusieurs espèces intelligentes sur Terre, nous avons supprimé l'autre. Sapiens, dont nous descendons, a prospéré, tandis que Néandertal, qui était pourtant culturellement avancé, a disparu. Est-ce que c'est parce qu'on leur a fait la guerre? Je sais pas, mais ils ont disparu. C'est à prendre en compte. Au niveau anthropologique, on a éliminé Néandertal. Pourquoi? Comment? Difficile à dire. Mais pourquoi? S'il y aurait une autre intelligence, l'intelligence artificielle, elle ne nous éliminerait pas. Si nous-mêmes, sapiens, on a éliminé l'homme de Néandertal. Vous comprenez? C'est à faire réfléchir. Le guerrier du futur est évidemment un robot. L'IA utilise nécessairement l'intelligence biologique pour lui servir de disque dur biologique de démarrage, selon l'expression d'Elon Musk. L'IA ne va pas disparaître en 2080, elle est là pour toujours. Évidemment.
Les démocraties actuelles ne sont pas configurées pour traiter les grands sujets technologiques. Une autre évidence. C'est... pardon, je vais le citer. C'est Mounir Majoubi, ministre du numérique, ok, qui a, en France, je pense, là, qui a déclaré que les démocraties actuelles ne sont pas configurées pour traiter les grands sujets technologiques. C'est vraiment important de citer. Cela nous donne une responsabilité particulière. Nous sommes peut-être les seuls capables d'empêcher la mort de l'univers. C'est-à-dire que même si l'IA aura un jour une conscience d'elle-même, je crois que c'est... écoutez, c'est quand même une évidence que c'est nous, là, c'est le cerveau, avec notre pensée philosophique, nos morales, c'est quand même nous, de base, qui avons une morale, une éthique attachée sur certains principes qui, a priori, ont le pouvoir de décider de notre sort, de notre planète. Avec l'intelligence artificielle. Dans les années 1950, Isaac Asimov proposait les 3 lois fondamentales servant de base à une future charte des robots. La première loi stipule qu'un robot n'a pas le droit de faire du mal à un robot humain. À un humain, pardon, je répète. La première loi stipule qu'un robot n'a pas le droit... Ça, c'est des lois des robots déjà créés. Pardon, j'en répète, là. La première loi stipule qu'un robot n'a pas le droit de faire du mal à un humain. On ne peut rester passif devant un humain en danger. Robot ou pas, là. Faut pas rester passif devant un humain en danger. La deuxième loi précise qu'un robot doit obéir aux ordres des humains, sauf si ces ordres sont en contradiction avec la première loi. Vous comprenez? La troisième loi stipule qu'un robot doit protéger sa propre existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec les 2 premières lois. C'est 3 lois déjà créées des robots en cohésion avec les êtres humains pour le futur. La Chine vient de lancer un gigantesque programme de développement de l'IA pour devenir leader mondial dès la prochaine décennie. Du moins, c'est leur objectif. Quand les Américains ont testé dans le désert du Nevada la première bombe atomique, certains scientifiques n'excluaient pas tout à fait l'hypothèse d'une réaction en chaîne qui détruirait la Terre. La seule manière de savoir était de tester la bombe pour voir. Il n'est pas impossible que les États qui détiennent les plus grandes et les plus puissantes intelligences artificielles fassent des petits tests. Ou encore pire, que les robots eux-mêmes font des petits tests, eux aussi, une fois les intelligences artificielles fortes existantes sur notre planète. Quand les hommes font mentir les algorithmes, les logiciels peuvent être programmés pour mentir. Exemple, Volkswagen a truqué les logiciels de mesure des émissions polluantes pour masquer à l'opinion publique et au pouvoir public les dégâts que le diesel occasionne à notre santé. Il n'y a une solution simple, la prison pour les dirigeants. Hein, évidemment. Je crois que ça n'a pas été le cas, là. Bon. Et j'ai pas lu tant que ça l'affaire Volkswagen, mais il y a un risque quand même pour l'IA. Le risque réside en réalité dans l'émergence d'IA autonome, avec une intelligence forte, qui va avoir beaucoup de contrôle. Une IA hostile pourrait un jour jouer au Go avec l'humanité, mais avec les centrales nucléaires, les centres de contrôle aérien, les barrages hydrauliques, les voitures autonomes et les stocks de virus de la variole au lieu de pions noirs et blancs, comme le jeu de Go. Vous comprenez le genre? Tout à fait possible. Tout à fait possible. Ces réflexions n'ont pas résolu un point essentiel. Peut-on acquérir un sens moral si l'on ne connaît pas la souffrance physique? Donc, si on est un robot, peut-on comprendre la souffrance physique? Du moins, un minimum d'empathie. Vous comprenez comment ça devient compliqué? Et aurait-on le droit de faire souffrir une intelligence artificielle pour améliorer sa compréhension des hommes? Comme on l'a évidemment déjà fait avec des animaux. Questions qui sont profondes, ça là. C'est pour ça qu'il va falloir mettre la philosophie là-dedans. Mais une nouvelle philosophie. Une philosophie complètement révolutionnaire. Une philosophie complètement postmoderne, là. À travers l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Le 15 juillet 2017, Elon Musk avait déclaré devant l'association des gouverneurs: « J'ai accès aux IA
les plus en pointe et je pense que les gens devraient être réellement inquiets. L'IA est le plus grand risque qui nous menace en tant que civilisation. Ce que je crois qui est absolument vrai. Moi, ça a expliqué, l'IA est un des rares cas où la régulation doit être proactive et non réactive. Parce que lorsque nous serons réactifs, il sera trop tard. C'est tragique, mais c'est vrai. C'est vrai. Il va falloir contrôler cette IA-là. Bill Gates avait résumé cette opposition de point de vue il y a déjà plusieurs années. À court terme, l'IA va apporter énormément de choses à l'humanité. À long terme, elle risque de devenir dangereuse. Ça fait rien que répéter ce que je répète. Ce que j'ai répété antérieurement. Chapitre 14. Corps, esprit et hasard. Les 3 nouveaux piliers qui remplacent liberté, égalité, fraternité en France. L'IA nous poussera à accepter la vision transhumaniste. Cela conduira notamment à l'augmentation générale du QI, puis à la possibilité de devenir en partie machine. Intégrer la matrice pour éviter qu'elle ne nous intègre. Mais ce qui est certain, c'est que la question de la transmission de la connaissance ne se posera plus. L'apprentissage sera un simple transfert d'informations aussi immédiat que les autres. Présentement, c'est le cas sur l'IA, mais ça va être le cas pour avec les implants numériques. Là. Les connaissances vont rentrer de plus en plus vite là, dans notre cerveau. On va avoir des connaissances inimaginables, comme l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est sûr qu'à un moment donné, on va s'y rendre. On va pouvoir... je vois pas pourquoi on ne serait pas capable de mettre des genres de micro-disques durs dans nos cerveaux pour avoir des mémoires qui vont être comme des mémoires numériques. Là. De la même manière qu'un livre dans notre cerveau, vous comprenez? Fait que ça va être vraiment... Ça va être instantané. On va pouvoir prendre le livre et mettre ça dans notre cerveau. C'est pas pour demain, mais encore une fois, on y arrivera. On va y arriver, les amis. C'est sûr qu'on arrive là. Avec le transhumanisme, un nouveau paradigme religieux émerge, celui de l'homme-dieu. Donc, évidemment, les transhumanistes sont dans un optimisme radical, comme je l'ai déjà dit. Ils fantasment, mais je les comprends quand même pourquoi ils fantasment. Parce que vraiment, là, il n'y a plus de Dieu, là. Dieu est mort, là, vraiment. Là, c'est l'homme qui va devenir Dieu. Si on continue comme ça, c'est l'homme qui va devenir Dieu en parenthèse. Là. Comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que Laurent Alexandre veut dire en écrivant que l'homme va devenir Dieu? Une fois qu'on est immortel, une fois qu'on peut changer quasiment tout de l'existence de l'individu, ça ressemble vraiment au Dieu, là. Qu'on puisse changer, aller voir Elon Musk, il veut aller sur Mars, là. Ça se passe présentement là, dans le désert. On a vraiment des immenses bulles à l'intérieur il y a de la vie, des animaux pour avoir un certain cycle d'homéostasie de la nature, vous comprenez, pour se préparer à aller sur Mars. Puis quand on a des milliards dans les poches comme Elon Musk, puis un quotient intellectuel supérieur à 160, il faut arrêter de rire de ça, là. Vraiment, là, l'homme-dieu, on ressemble de plus en plus à ça. Si la réalité virtuelle a tout de la réalité, alors cette dernière n'a plus d'intérêt. Alors, évidemment, avec toutes ces informations-là qu'on peut mettre à travers un certain nombre d'IA, ben, c'est sûr, ça c'est sûr à 100%, qu'on va pouvoir créer une réalité virtuelle avec toutes ces informations-là. On les a toutes, les informations, ou presque, à travers différentes intelligences artificielles. Pourquoi on n'aurait pas toute notre vision empirique, notre vision qu'on voit avec nos sens du monde qui nous entoure? Ou du moins, une autre réalité virtuelle. Pourquoi on ne serait pas capable de faire ça alors qu'on est capable de tout mettre des informations dans des IA? Comprenez? Ben, la réalité virtuelle sera une des prochaines affaires qui va exister. Ça aussi, ça va arriver. C'est sûr que ça l'arrive. Est-ce que c'est pour demain? Non, ça va être long à construire, une intelligence artificielle. Une réalité virtuelle, par exemple. Pardon. Une réalité virtuelle, ça va être long à créer. Mais on va la créer, c'est sûr qu'on va la créer. C'est sûr qu'on va la créer. C'est sûr que l'humain va pouvoir aller dedans. La matrice va finir par exister. C'est sûr et certain. Les algorithmes de recommandation qui adaptent les livres que propose Amazon ou les vidéos suggérées par Netflix sont la
préfiguration de cette matrice enveloppante et douce où tout sera proposé en conformité avec nos goûts pour maximiser notre satisfaction. Exemple concret. Allez sur Amazon, faites des achats. Retournez sur Amazon la journée d'après, vous allez voir qu'il va y avoir des publicités. Tout simplement les produits dont vous aimez. Vous avez déjà acheté. Mais là, il y a des algorithmes qui savent de plus en plus ce que vous aimez. Ça va plus loin, les amis. Là. Les algorithmes sont capables de lire de plus en plus dans votre pensée, dans votre intimité, dans votre esprit. C'est-à-dire que les algorithmes savent de plus en plus, a priori, qu'est-ce que vous aimez avant même que vous allez faire un achat. Présentement, on n'est pas rendu là, mais on va s'y rendre. Présentement, faites des achats sur Amazon, par exemple. Retournez sur Amazon, comme j'ai dit, il va y avoir des achats que vous aimez qui vont être là, qui vont dire, comme moi, des livres, des livres de philosophie, de la mélatonine. Comment ça, il y a ça là, à bas prix, vraiment, là, c'est... Tout, ils savent vos goûts. Les gens savent de plus en plus vos goûts. Ils savent vraiment de plus en plus votre vie en profondeur. Et encore plus en profondeur avec l'IA. OK? Et avec Facebook, ils connaissent votre vie. Juste avec les photos, tout ça, toutes les informations sont dans l'IA. Alors, ils savent de plus en plus en profondeur la vie même de notre liberté individuelle. Très important de savoir ça. C'est Big Brother, là. C'est George Orwell 1984. Vous comprenez? C'est sûr que ça aussi, ça rentre là-dedans. Les individus meurent pour que les espèces soient pérennes. Donc, les individus meurent pour que les espèces durent plus longtemps. C'est traditionnellement le rôle de la libido profondément logée dans notre cerveau de nous y pousser. Discrètement, mais avec force, elle participe à nos réflexions, guide nos choix et décide de nos actions, cette libido. La plupart du temps, sans que nous en soyons nous-mêmes conscients. Sous sa forme sublimée, c'est aussi une puissante énergie qui alimente les créations artistiques. Nous ne devons pas vouloir d'un monde où le sexe ne sera pas. Comprenez? Parce que là, oui, on va augmenter notre vie, on va faire des cyborgs, on va pouvoir, de toute façon, au niveau biologique, on va pouvoir changer un foie contre un autre foie. Hein? On va pouvoir changer pratiquement, ça c'est vrai ce que je vous dis là, on va pouvoir changer pratiquement, en fait, tous nos organes, sauf le cerveau. C'est pour ça que le cerveau est capital. Mais à un moment donné, ça sera plus, la chair ne sera plus suffisante. Il va falloir mettre de la mécanique, du numérique dans notre cerveau, dans notre cerveau, mais dans tout notre corps pour pouvoir vivre plus longtemps. Mais à un moment donné, la libido, est-ce qu'on perd vraiment de biologique traditionnel va disparaître. La libido aussi. Moi, je considère que la libido, donc faire l'amour, l'orgasme chez l'être humain, est la plus grande source de dopamine en quelques secondes. Là. Mais on va perdre ça à un moment donné. Ça, c'est plus philosophique, c'est plus sexologique, vous comprenez? Mais ça fait réfléchir, il faut tout penser à ça. Là. C'est plein de questions philosophiques qui rentrent en jeu. On va perdre notre côté biologique, c'est-tu moral? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que l'immortalité est souhaitable? Vous comprenez le genre? Est-ce que l'immortalité va être une prison? Là, on fantasme, on est l'immortalité, la mortalité, c'est fou. Mais on veut-tu vraiment de cette immortalité, cette immortalité? C'est ça la post-philosophie, si vous me permettez de l'expression qui existe probablement pas. Une jeunesse sans fin n'aura pas le même sel que ce moment fugace où l'énergie juvénile irrigue un corps tout juste sorti de la puberté qui a hâte de s'ouvrir au monde. Ça n'existera plus. Parce qu'il n'y aura plus de jeunesse. Je veux dire, la vie va complètement changer au niveau biologique, au niveau neurologique. Tout va changer. La vie est un jeu et aucun jeu n'est amusant trop longtemps. Comprenez la petite phrase de Laurent Alexandre? La vie est un jeu et aucun jeu n'est amusant trop longtemps. Est-ce que l'immortalité est souhaitable? Imaginez-vous, au bout de 3000 ans, vous faites quoi? Là, vous crissez? Tu sais, je veux dire, c'est vraiment difficile de penser au niveau rationnel. L'immortalité au niveau de 3000 ans. Ma conviction personnelle, c'est une perte de sens complète. Là, je parle sur l'immortalité parce que, personnellement, bon, du coup,
c'est dans de la semi-croyance, dans de la semi-religion, l'immortalité, si vous croyez ou non. Mais je sais pas si c'est souhaitable. C'est vraiment là la philosophie la plus complexe que j'ai jamais imaginée de mes 19 ans. L'immortalité. Je suis pas capable d'y penser, vous comprenez? Une vie sans fin deviendrait une prison insurmontable. Nous ne sommes vraiment pas encore prêts à vivre pour toujours, que l'éternité attende encore un peu. C'est ce que Laurent Alexandre affirme. Il sera pourtant plus sage d'accepter de mourir, le temps d'organiser notre cohabitation avec l'IA. C'est tragique, hein? Mais notre génération, bon, premièrement, je crois très profondément que la génération, Laurent Alexandre appelle ça la génération Snapchat, disons entre 1980 et aujourd'hui, je pense pas qu'on va atteindre l'immortalité. Bon, premièrement, je veux pas... encore une fois, c'est des croyances. On peut l'atteindre. Écoutez, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être même que je peux même pas dire que écoutez, on va-tu l'atteindre l'immortalité? Bon, peu importe. Moi, je pense pas que de mon vivant, je vais l'atteindre, cette immortalité. Donc, peut-être qu'il serait mieux, à place de fantasmer, là je parle pour la Silicon Valley et la Chine, de fantasmer vraiment à faire augmenter l'intelligence artificielle, de plus prendre notre temps, puis de faire ça correctement, quitte à mourir pour, tu sais, comment je pourrais dire ça? À la place de vraiment aller rapidement chercher l'information, augmenter l'IA pour aller chercher l'immortalité, mais en même temps, augmenter l'IA, peut-être vaut-il mieux prendre plus notre temps, quitte à mourir à 100 ans peut-être, mais mourir pour les générations futures. Vous voyez le genre? Ça pourrait être la nouvelle sagesse. Peut-être, en fait, je suis convaincu que ça serait la nouvelle sagesse. C'est-à-dire que la nouvelle sagesse ne serait peut-être pas le fantasme de l'immortalité. Vous voyez le genre? Plein de questions philosophiques. On ne rentre pas trop là-dedans, là, mais plein de questions philosophiques très intéressantes là-dedans. Écoutez, il y a plein de nouveaux métiers qui vont se créer. Neuro-éthicien, éthicien philosophe. Écoutez, ça va être, tout va changer. Ça va être complètement vertigineux. La technologie génétique aidant, il ne sera possible de choisir les caractéristiques physiques et intellectuelles de nos descendants. Bon, quelle couleur de yeux, évidemment, si on fait de l'eugénisme, il n'y a plus vraiment de limite, là. Hein, les couleurs de yeux, le quotient intellectuel, les embryons, blablabla. Quelles seraient les conséquences d'une société où tout serait choisi? Je crois qu'elle pourrait nous précipiter dans une mélancolie radicale. Voyez, le poussez votre rationalité, votre empirisme à long terme, dans le futur. L'immortalité. On choisit tout, là. On choisit comment nos enfants sont, comment leur quotient intellectuel, où c'est qu'ils habitent. Vraiment un monde contrôlé. Un monde prévisible serait avant tout, fondamentalement, un monde de l'ennui. Comprenez-vous le genre? Une sorte d'anomie de la volonté qu'expérimentent les dépressifs et qui vide le monde de tout sens. Comme je disais tantôt. Si l'on prend tout, on ne voudra plus rien. On perdra tout désir. Parce que tout existera, tout sera programmé d'un certain sens. Plus exactement, la capacité de tout maîtriser ôtera à sa vie la difficulté qui lui donne son intérêt. C'est la difficulté qui nous donne notre intérêt. Vous comprenez? C'est quand même profond. Mais écoutez, il y a un sens qui se perd vraiment à travers tout ça. À travers cette programmation, ce contrôle de la science sur l'homme, encore une fois, complètement vertigineux et troublant. Exactement comme les plaisirs de la bonne chair et du sexe sont des facettes irremplaçables de l'existence humaine, le risque est essentiel à la vie. On perd une certaine vitalité du passé, qui n'est pas nécessairement souhaitable. Elle va se retourner contre nous, ou elle risque de se retourner contre nous, si je nuance les propos. La majorité des gens, ceux qui n'auront pas une discipline de fer, qui s'imposeront à eux-mêmes, se laissera glisser dans le moindre effort le principe de plaisir et donc la fuite du réel, forme multiple de refus de l'effort et de la volonté de maximiser son plaisir. Parce que
étant donné que l'impossibilité va de plus en plus diminuer, le plaisir va comme augmenter, on va pouvoir vraiment là, avoir une connaissance, exemple, stimuler les parties du cerveau qui font, exemple, je donne un exemple, qui font que la dopamine se développera vraiment tout d'un coup, par juste les drogues. Vraiment, même le plaisir, on va voir, c'est sûr là, parce qu'on va connaître encore plus le cerveau, on va connaître encore plus comment notre cerveau fonctionne. Ça va être au niveau du plaisir, encore une fois. Ça va être au niveau de tout. Là. Le cerveau, c'est tout. D'ailleurs, le cerveau, si je fais une parenthèse, c'est lui qui décide au cœur de s'arrêter. Quand, par exemple, c'est vraiment le temps de mourir. Mort de vieillesse, par exemple. Mais c'est le cerveau qui gère tout en réalité. Là. Fait on va pouvoir, à un moment donné, sans aucun doute, pouvoir contrôler nos systèmes de plaisir. Puis il y en a qui vont vraiment tomber là-dedans parce que ça va être tellement intense. Encore une fois, c'est plus loin, mais la recherche de plaisir et du moindre effort est ancrée dans notre cerveau. Parce que c'est ça, depuis qu'on est. Depuis l'homme des cavernes, le plus de plaisir avec facilité qu'on peut avoir. Regardez des toxicomanes, les polytoxicomanes sont quand même nombreux aujourd'hui au 21e siècle avec l'argent qu'on a, puis toutes les drogues, puis la possibilité qu'on a, ça va juste augmenter. Mais c'est un petit peu un piège. Il faudra énormément de volonté pour résister à cette excessivité du plaisir. Et cette facilité au plaisir d'ailleurs, parce encore une fois, on va connaître le cerveau. L'école de demain aura en ce sens la lourde tâche d'inculquer cette discipline. Ça me fait vraiment penser à ma propre philosophie, mon livre philosophique que je suis en train d'écrire, qui parle notamment de discipline puis d'autres mots. Je rentre pas là-dedans, qui est vraiment une base là, que je vais reparler de ce livre-là aussi. Là. Bon, bref, on continue. X-Prize récompense les actions qui changent la vie de plus d'1 milliard de terriens en moins de 10 ans. C'est la mode des impact startups. Vraiment des impact startups, c'est les nouvelles entreprises qui se créent et qui sont récompensées par le X price. Ça, c'est vraiment vertigineux parce que plus un individu va faire de bien au sens éthique, il va améliorer par progression relativement oui, la progression qui va changer le plus de cerveau possible, qui va faire une sorte d'éthique, va être récompensée par ça, avec de l'argent puis diverses méthodes. Vous comprenez? On s'en va vraiment vers ça. On n'a jamais fait ça à travers l'histoire. Hein? Les gens qui ont fait le bien, au sens éthique, au sens même de l'utilitarisme, par exemple, au sens de la médecine, pour Bill Gates, je vais en parler plus tard, n'ont pas tant été récompensés que ça. À part de leur altruisme et leur bonheur subjectif. Mais là, ça va être de plus en plus récompensé. Le danger est qu'il faille par la force limiter le potentiel de chaque individu à changer le monde, ce qui sera source d'immense frustration ou d'un exil dans le monde virtuel. Vous comprenez? Parce que si tout le monde va être extrêmement intelligent, extrêmement concurrentiel, il va être très difficile à un moment donné d'améliorer les choses. Vous comprenez, genre? Parce qu'on va tellement pouvoir s'augmenter rapidement, exponentiellement, qu'on va faire quoi? Comment qu'on va pouvoir améliorer le monde? Parce que le monde, à un moment donné, va c'est-à-dire que le monde va tout le temps s'augmenter exponentiellement, mais du moins, je peux pas croire que la courbe exponentielle va tout le temps monter de plus en plus. Là. Vous comprenez? Alors, ça va vraiment se compliquer. Ça, c'est encore se projeter dans le futur, là. On n'est pas vraiment pas rendu là, mais on peut quand même en parler, tant qu'à mettre notre intellect là-dedans. Comme le disait Sacha Guitry avec sa cruauté habituelle, ce n'est pas tout de réussir dans la vie, encore faut-il que vos amis échouent. Vous comprenez? Ça revient. Faut comme, pour réussir, il faut qu'il y ait une hiérarchisation. Si tu réussis, mais l'autre il réussit aussi, à un moment donné, comme j'ai dit avant, c'est que ça va être quoi réussir? C'est tout ça, c'est vraiment complexe. Faire cohabiter 10 milliards de Jacques Attali, tous dotés de fortes capacités intellectuelles et assoiffés d'expériences exceptionnelles, ne sera pas facile. Comprenez? Comme j'ai dit, si tout le monde va être extrêmement avec des intelligences vertigineuses, quel genre de monde allons-nous ressembler? Très fascinant. Chapitre 15. Devenir un démiurge sage pour maîtriser l'IA. Nous devons apprendre à connaître l'IA et maîtriser son fonctionnement.
Cela ne revient pas nécessairement à apprendre à coder, mais plutôt à savoir décrypter cette intelligence différente. Ce n'est pas un exercice facile, car il suppose de pouvoir se faire une idée d'un type de compétence dont par définition nous sommes dépourvus, alors que nous arrivons à peine à faire une introspection correcte de notre propre intelligence. L'humanité devra notamment déterminer la vitesse maximale de déploiement de l'IA socialement supportable. Essayer de mesurer cette progression de l'IA-là. Peut-être ça serait important. C'est l'une des questions les plus complexes qu'une institution s'est jamais posée. Ce nouveau racisme anti-silicium n'est pas très différent du racisme traditionnel et ne sera pas très défendable. Bien entendu. Le corps, l'esprit et le hasard devra remplacer liberté, égalité, fraternité en France comme triptyque des valeurs fondatrices pour éviter le cauchemar d'une fusion intégrale de nos cerveaux avec les machines. Ce sont elles que l'école devra s'employer à défendre. Nous ne sommes qu'à l'aube des neurosciences. On est vraiment... C'est sûr que là, ça commence. Vraiment, mais on commence vraiment à augmenter, mais c'est sûr que ça commence. Les neurosciences, écoutez, ça commence vraiment là à être... On n'a rien vu encore. Pour dire ça simplement, on n'a rien vu encore. C'est sûr qu'avec ce livre-là, vous avez une lucidité qui s'est agrandie. Là. Je veux dire, vous avez compris certaines choses, mais vraiment, là, au niveau empirique, au niveau de la réalité, on n'a vraiment rien vu, gang. Parce que cette dernière est multidimensionnelle. L'intelligence est multidimensionnelle. L'idée d'une complémentarité avec l'IA n'est pas le slogan lénifiant qu'on pourrait craindre. Parce qu'il va falloir passer par là. Il distingue, là on parle de Gardner, théorie de l'intelligence de Gardner. Il distingue 7 catégories: logico-mathématiques, spatiales, interpersonnelles, corporelles, verbo-linguistique, intrapersonnelle, musicale. Il rajoutera plus tard l'intelligence naturaliste. L'intelligence émotionnelle qui permettrait même de calculer le QE, ça existe déjà ça, quotient émotionnel, censé concurrencer l'hégémonique QI. OK. Pour Kevin Kelly, cette variété des intelligences de Gardner est comparable à un symbole où des centaines d'instruments apportent chacun un son particulier, aucun ne pouvant être réduit à un autre. Nous avons plusieurs types d'intelligence: le raisonnement déductif, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spatiale. Il y en a peut-être 100 types différents qui sont tous regroupés et dont la force varie selon les individus. Vous comprenez? Fait que l'intelligence, la définition d'intelligence que j'ai donnée dans la première vidéo, je pense qu'elle est pas pure, mais il faut mettre ça dans plusieurs sortes d'intelligence, dont celle de Gardner. Vous comprenez? Le niveau de connaissance, le niveau d'expérience, que ce soit empirique ou vraiment au niveau de lire des livres, par exemple, là, que ce soit logico-mathématique, artistique, ce sont des connaissances quand même, vous comprenez? Fait que c'est la différence des intelligences, les différentes intelligences, à travers un tri de pertinence et de ce qu'on en fait de ces connaissances des intelligences différentes là. Je sais pas si c'est clair, mais bref, ça veut pas dire que quelqu'un a plus de connaissances en médecine, puis quelqu'un a plus de connaissances en mathématiques, que lui en médecine est plus intelligent, vous comprenez? C'est vraiment, l'intelligence c'est très compliqué. D'ailleurs, l'IA, l'intelligence artificielle, va vraiment nous aider à comprendre notre propre intelligence. C'est ça aussi qui va être intéressant. Pour Kelly, cette diversité des intelligences va devenir de plus en plus évidente. Dans 100 ans, le terme intelligence sera comme le terme neige pour un Esquimau. Nous aurons sans autre façon de la décrire pour distinguer ces variétés. Bon, vous comprenez qu'avec l'intelligence artificielle, l'intelligence va changer, là. Bien que ce soit un concept très difficile à définir, dans 100 ans, elle n'aura vraiment plus la même définition qu'aujourd'hui. En tout cas, elle va changer, c'est certain. George Church, brillant généticien transhumaniste d'Harvard, envisage que l'on puisse produire des hommes de Néandertal dans les toutes prochaines années à partir des chromosomes récupérés dans les ossements. Wow! Ça, c'est vertigineux, encore une fois, là. On va pouvoir recréer l'entièreté de génome à travers des poussières, à travers des molécules d'hommes de Néandertal. On va pouvoir faire revivre Néandertal. Peut-être même d'autres animaux qui sont plus là. Il va peut-être même avoir d'autres concurrences.
Mélanger l'anthropologie, mélanger la neurobiologie perdue. Ça va être vraiment, là, je vous le dis, encore là, c'est pas un clown, George Church. Allez voir ça, là. Il est fait sur YouTube des, euh, des, euh, des conférences sur ça, là. Prendre des poudres, des molécules de Néandertal, le faire revenir. On va y arriver, c'est sûr qu'on y arrive. Si on peut reconstituer un génome, pourquoi pas Néandertal? Dans les prochaines décennies, nous pourrions donc vivre dans un monde où cohabiteraient de nombreuses formes d'intelligence. Hommes traditionnels, hommes de Néandertal, hommes augmentés par les implants intracérébraux Neuralink d'Elon Musk ou par modification génétique, animaux augmentés dotés d'une intelligence conceptuelle et toute une panoplie d'IA parfois très éloignée des nôtres. Cette ménagerie d'intelligence va exiger une régulation d'éthique extrêmement complexe. Vous comprenez qu'on vient de rajouter là, du Néandertal, des animaux, parce que là on peut reprendre du passé et la remettre dans le présent. Écoutez, là, ça va devenir compliqué, là. Vraiment. Puis encore une fois, c'est sérieux. À Harvard, c'est vraiment, là, notre rationalité, c'est comme la physique. On est là, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est vraiment scientifique. Et ça se passe. On va être capable. On va être capable. Si on est capable de reconstituer un génome d'un Homo sapiens, on va être capable de l'homme néandertal, là. Comprenez? Le paléontologue explique, c'est Paul Kalpic, le fameux paléontologue, vraiment grand paléontologue de la planète, explique si nous continuons à mépriser les intelligences les plus proches dans la nature actuelle, comment imaginer une collaboration avec les nouvelles intelligences artificielles et les objets connectés? Notre avenir avec les machines intelligentes ne peut se concevoir qu'à cette condition, sinon nous serons les esclaves des robots. Faut pas les maîtriser, faut cohabiter avec eux autres. Mais vous comprenez, à un moment donné, ils vont devenir de plus en plus conscients. Faut pas falloir faire les cons avec, là. Va pas falloir être stupide. Ça va être leur côté, ça va être aussi notre côté. Ça va être vraiment une cohésion très complexe. Peut-on continuer à conduire alors que les accidents routiers font 1 300 000 morts par an dans le monde et que les voitures autonomes seraient beaucoup plus sûres? On sauverait, comme je viens de dire, des millions d'années... 1 300 000 morts par an. Ça, c'est les voitures à travers la planète. Avec les autos autonomes, on pourrait faire quelques centaines de morts. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est moral de ne pas avoir d'auto automobile qui se conduisent seuls? Vous voyez le genre? Fait que c'est vraiment plein de questions complexes comme ça. Telles sont les premières questions éthiques qui se poseront. Éthicien des intelligences sera un des métiers les plus passionnants, les plus complexes et les plus vertigineux du futur. Je pense que l'on sera payé dans le futur selon notre capacité à travailler avec les robots. Nous travaillerons avec plutôt que contre. Probablement qu'il y en a qui vont travailler contre, mais il ne faut pas travailler contre. Il faut travailler avec les robots. On les a créés pour ça. Elon Musk propose même de bloquer le développement de l'IA, le temps d'en améliorer notre compréhension. Ce qui va être très difficile. Il dit ça, mais je ne crois pas qu'il le fasse. La politique deviendra l'art de réguler la complexité technologique et le professeur du futur aura un rôle politique majeur. Par ailleurs, nous projetons sur elle beaucoup de fantasmes, ce qui rend difficile une réflexion lucide. Vous voyez, les transhumanistes, mais pas juste eux autres, ça va être l'humain normal. Là. Plus en plus qu'on va connaître des informations sur l'intelligence artificielle, sur le futur, sur les technologies NBC, les gens vont rien comprendre, ils vont fantasmer, puis ça va vraiment empêcher une certaine lucidité, l'émergence d'un grand soit transhumaniste radical ou bioconservatiste radical. Ça, c'est sûr, on peut le prévoir d'avance. Même pas besoin c'est une évidence. Il n'est pas certain qu'un cerveau de silicium puisse éprouver du chagrin numérique. Comprenez? Au niveau des émotions, ça va être plus compliqué au niveau de l'intelligence artificielle. Ça, c'est des scénarios. Homo DOS, c'est le scénario souhaité par beaucoup de spécialistes. Cette super intelligence issue de la fusion du neurone et du transistor s'attaquerait aux grands problèmes de l'univers et chercherait à empêcher sa mort.
Ok, on est rendu au scénario, là. Je ne l'avais pas vu. Ouais, je vais tout lire les scénarios parce que je les trouve pertinents. Non, en fait, je pense que ça va être vraiment trop long. Ouais. Écoutez, il y a plein de scénarios futurs. Euh, je vais regarder, là. Ouais, il y a plein de scénarios futurs, c'est difficile à dire. Je vais inclure les titres, là, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. L'homme mâle bâtit l'intelligence à son image, un prédateur darwinien bourré de testostérone numérique, une sorte de mâle alpha de robot qui pourrait détruire l'humanité. Ça pourrait être un scénario. L'IA dangereuse pour sa bêtise artificielle. Euh, L'IA devient de plus en plus rapide, mais elle n'acquiert jamais une compréhension du monde ni une conscience d'elle-même. Mais elle reste faible, mais elle finit quand même par, avec les informations qu'elle a, à détruire sans avoir vraiment de conscience sur le monde qui l'entoure, détruire tout ce qui est autour d'elle. Ça pourrait être l'IA est indéchiffrable par notre cerveau, donc on serait pas capable vraiment de déchiffrer l'IA par notre cerveau. Ça serait vraiment une raison, ça serait vraiment indépassable pour notre cerveau. Ça serait un autre scénario. Le scénario 4, l'IA est le nouveau chien ou le fait croire. Fait que elle, finalement, elle cohabite avec les humains et les humains cohabitent avec elle. Et en cohabitant avec nous, elle joue la maline. Et une fois qu'elle nous connaît assez, elle nous détruit. Ça pourrait être un autre scénario. Scénario. Ouais, c'est ça, c'est la phrase que je disais tantôt, là, sur que l'IA fasse le petit chien avec nous autres. Là. Il cohabite avec nous autres, puis soit vraiment plus maligne que nous autres, puis nous autres, on s'en attend pas. Parce que il n'est pas certain qu'il y ait d'empathie, là, ces robots-là, qu'il y ait une conscience. Il n'est pas certain qu'un cerveau de silicium, comme j'avais lu, puisse éprouver du chagrin numérique. Un autre scénario pourrait que l'IA devienne une arme par destination. Hein, tout simplement une sorte de grande arme à destruction massive, comme pas mieux que la bombe atomique, là, qu'il y ait des guerres de terminateurs de robots, tout simplement que les robots se prennent entre les robots, ou que les robots se prennent avec les humains, ou ainsi de suite. Euh, que l'IA se désintéresse complètement de nous, puis que ça finit par se développer par elle-même. L'IA magicienne et neuromanipulatrice, que l'IA nous contrôle notre cerveau, puis contrôle vraiment toute notre vie. Ça serait un scénario qui pourrait se passer. L'IA fusionnée avec les humains. C'est le scénario souhaité par beaucoup de spécialistes, certains cyborgs. Cette super intelligence issue de la fusion du neurone et du transistor s'attaquerait aux grands problèmes de l'univers et chercherait à empêcher sa mort. Bon, ça c'est vraiment là, une ou la plus le scénario le plus souhaité par le transhumanisme. Le scénario 9, l'IA est multiple et collaborative. Donc, elle peut être multiple et tout simplement collaborer avec nous autres sans qu'il y ait de problème. Ça pourrait arriver aussi. L'IA, ce soit vraiment une sorte de dieu polythéiste, complètement plein de dieux, de robots qui nous aident en fait, qui veulent vraiment travailler pour l'éthique, puis qui comprennent vraiment qu'il faut améliorer le monde. Ça se pourrait aussi. Écoutez, il y a plein de scénarios, là, je pense qu'il y en a plein d'autres. Là. Il est probable que l'IA remplacement il est probable, voyons, que l'IA remplacera l'esprit humain au lieu de l'imiter. Bon, il y a plein de scénarios. Et Laurent Alexandre en 2015. Bon, le 15e, les IA se désintéressent des humains mais se battent entre elles. Il y a bien sûr d'innombrables autres scénarios inimaginables. Bon, il y a plein de scénarios, mais ce qui est important de savoir dans ces scénarios-là du futur, c'est qu'on ne sait vraiment pas là, ça va virer où. C'est ça là, qui est troublant. On ne sait pas comment que ça va arriver. À un moment donné, on peut pas dire. On aura beau dire ce qu'on veut, il y a certaines parts de connaissances qu'on peut prévoir, mais au niveau d'intelligence artificielle qui est supérieur à nous et qui le sera nettement dans le futur, on n'est plus capable de voir comment le futur va être. C'est vraiment ça au niveau philosophique qui est vraiment troublant. Là. Bon. Nous pouvons agir pour préparer l'avenir. Le pessimisme est une facilité que nous ne devons pas nous offrir. Nous devons faire face à ce pessimisme. D'ailleurs, ça, je vais emprunter une phrase de Nietzsche
que je prends par Michel Onfray, va falloir vraiment, par l'intelligence artificielle et future, être ni pessimiste ni optimiste, mais tragique. Voir le réel comme il est, puis travailler avec l'IA et avec le futur. Nous devons, je pense que je l'ai dit, mais je vais le redire parce que c'est pertinent. Nous pouvons agir pour préparer l'avenir. Le pessimisme est une facilité que nous ne pouvons nous offrir. Nous devons faire face. Ok? Faut pas tomber dans le pessimisme. Ni dans l'optimisme d'ailleurs. Mais encore moins dans le pessimisme. Nos esprits, parce qu'ils jugent avec l'intelligence limitée dont nous devons, pour l'instant, nous contenter, ne peuvent que rêver à ce futur, une capacité qui restera, elle aussi, longtemps inaccessible à l'IA. Donc, imagination et rêver à un futur et à une certaine prévision de l'avenir, ça va être propre à l'homme pour beaucoup, beaucoup d'années que l'IA ne pourra probablement pas avoir accès. Conclusion, je vais voir la vidéo. Ok, bon, la troisième vidéo va être plus long. Ok, il me reste 52 pages, mais vous allez voir, ça va rouler. Conclusion, vers une rencontre du troisième type, les 7 basculements. Nous avons très peu de certitude, si ce n'est que le monde d'aujourd'hui va d'une façon ou d'une autre disparaître. Pardon, j'ai vraiment un rhume là, dégueulasse, mais... C'est en Chine et dans la Silicon Valley que se prennent aujourd'hui des décisions qui contiennent l'évolution des technologies qui formatent le monde de demain. Il n'agit plus, l'humain n'agit plus, mais réagit au bouleversement. L'avenir s'écrit sans lui. Il n'a plus le pouvoir d'en annoter les marges. Le monde va trop vite, les informations vont trop vite, l'intelligence augmente trop rapidement, tout va trop vite. On n'a plus vraiment de contrôle en fait. Les GAFA sont le Vatican de 2050. Churchill disait qu'un homme politique pensait sur la prochaine élection, mais qu'un homme d'État pensait pour la prochaine génération. Dans leur toute puissance, les zillionnaires du web pensent pour eux, grâce à leur grande connaissance et leur détention de l'information, aux 10 prochains siècles. Ça a vraiment mal sorti. Aux 10 prochains siècles. L'ingénieur sera le prêtre de demain si les philosophes et les prêtres restent accrochés au passé. Ils vont être des prêtres quand même. Hein? Faut s'intéresser au futur. L'altruisme d'un Bill Gates est un contrepoids essentiel au fantasme transhumaniste et doit nous inspirer. Bill Gates. On n'en parle pas. C'est absurde, on n'en parle pas. Le héros du 21e siècle, c'est Bill Gates. C'est Bill Gates. Pourquoi? En 2000, Bill Gates a décidé de consacrer la quasi-totalité de sa fortune, près de 80 milliards de dollars, à révolutionner la santé dans les pays pauvres. Bill Gates a été rapidement suivi par Warren Buffett, qui pèse 60 milliards de dollars. Le duo Gates-Buffett mène alors une campagne de promotion de la philanthropie auprès des autres milliardaires. C'est la naissance en 2010 de Giving Pledge, la promesse de don. Il y a plein d'autres milliardaires qui s'ajoutent à eux. Il y a Mark Zuckerberg, George Lucas, Paul Allen, l'autre fondateur de Microsoft, Elon Musk, Ted Turner. Il y a vraiment, grâce à Bill Gates, une sorte de grand altruisme qui est vraiment là, ça c'est vraiment complètement positif et qui a changé l'humanité. D'ailleurs, je vais vous dire qu'est-ce que Bill Gates a fait plus tard. Bon, en janvier 2015, lors de la conférence Reddit, il avait ouvertement critiqué les milliardaires cherchant l'immortalité, alors que la tuberculose ou le paludisme font encore des ravages. Cela semble égocentrique, même si ce serait bien de vivre plus longtemps, avait-il expliqué. Vous comprenez? Bill Gates est une sorte de future gauche du transhumanisme qui est quoi vraiment à réfléchir. Par exemple, c'est mon interprétation, mais la droite du transhumanisme serait: nous sommes intelligents, nous avons déjà de bonnes capacités, nous voulons vivre plus longtemps par égocentricité. Par égocentrisme. Égocentricité, je pense pas que ça existe. Égocentrisme. Par exemple, on va augmenter les gens d'Harvard avant d'augmenter les gens qui ont l'Alzheimer. Comprenez? Bill Gates semble prôner un certain anti-transhumanisme dans le sens que il faudrait augmenter, mais les gens qui n'ont besoin par une certaine équité, les gens qui ont de l'Alzheimer,
permettent à ce que les gens qui ont de l'Alzheimer de pouvoir vivre plus longtemps. Eux autres qui ont le cancer permettent de détruire le cancer d'eux autres qui l'ont à place de protéger d'autres hyper riches qui ont déjà le cancer. Vous comprenez le genre? Fait que c'est pour ça que Bill Gates commence à faire une certaine propagande de relancer la richesse et relancer l'idéologie du transhumanisme pour pouvoir être plus équitable à travers les nouvelles technologies des NBC. J'espère que c'est clair. Bill Gates est plus utile que des centaines de milliers de cancérologues. Parce que son action, avec ses 80 milliards de dollars qu'il a mis en Afrique, est particulièrement impressionnante en Afrique, où 300 millions de personnes sont vaccinées contre les principales maladies graves. Ces campagnes de vaccination éviteront le cancer à des millions de pauvres, puisqu'en Afrique, des microscopes sont responsables de 20 à 50% puisqu'en Afrique, les microbes sont responsables de 20 à 50% des cancers. Donc, encore une fois, Bill Gates est plus utile que des centaines de milliers de cancérologues. Bill Gates a permis à l'Afrique, ok, de pouvoir se protéger contre des cancers, contre le sida, contre plein de maladies. Ok, par force réactive. Vous comprenez? Des Africains. Alors, les Africains vont pouvoir, dans le futur, c'est sûr que c'est ça, avoir l'effet de Flynn, comme je vous ai déjà parlé, augmenter leur quotient intellectuel, et ainsi, parce qu'ils sont nombreux les Africains, augmenter les connaissances globales de l'humanité. C'est-à-dire que, grâce, a priori, de Bill Gates, les Africains vont avoir la chance d'évoluer beaucoup plus rapidement au niveau intellectuel, donc évoluer tout court pour le futur de l'humanité. Puis ça va, parce qu'ils sont nombreux, ça va faire en sorte que l'humanité va se développer beaucoup plus grandement avec les mesures des 80 milliards de Bill Gates. Vous comprenez? Puis il a sauvé beaucoup de monde, là. Vous voyez? Depuis l'année 2000, on estime que sa fondation a déjà sauvé plus de 10 millions de vies. Bill Gates est le plus grand héros du 21e siècle, puis on n'en parle même pas. 10 millions. Bill Gates a sauvé 10 millions de vies, tout en améliorant la condition de vie des Africains de façon complètement vertigineuse. Donc Bill Gates, c'est le héros du 21e siècle. On va le savoir peut-être plus tard parce que, bon, l'histoire va rentrer en compte, mais moi je vous le dis dans cette vidéo. Nous allons devoir nous connaître nous-mêmes, comme nous invitait l'inscription figurant sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes. Ou comme dirait Socrate, tout simplement par ta propre personne. Là, c'est nous connaître nous-mêmes. Mais avant de nous connaître nous-mêmes, il va falloir se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, comme dit Socrate. Après, connaissons-nous nous-mêmes. Ça, c'est seulement de la base de la philosophie. Bon, du coup, nous connaître nous-mêmes, ça va faire en sorte qu'on va connaître plus le futur et ainsi connaître mieux les enjeux du futur comme l'intelligence artificielle. Que puis-je connaître? Que m'est-il permis d'espérer? Que dois-je faire? Les 3 grandes questions de Kant vont être encore plus importantes dans le futur. Mais nous ne devrons pas céder au pessimisme qui a toujours affecté les intellectuels. En 1946, le grand George Orwell se lamentait que le cinéma, la radio et l'aéroplane affaiblissaient la conscience humaine. Il n'avait pas nécessairement tort. La neuro-révolution qui monte sous nos yeux va bien au-delà du problème du travail. Ce n'est pas une question économique non plus, pas même d'abord une question politique. Elle nous met en cause dans ce que nous avions de plus intime, de plus précieux. Si vraiment nous croyons que notre espèce est un trésor, nous allons devoir nous battre pour la préserver. Cela serait le vrai rôle de l'école que de préparer à ce combat. L'école doit former la génération Snapchat à assumer d'immenses responsabilités. C'est ce que Laurent Alexandre écrit dans la fin de sa conclusion du livre de la guerre des intelligences. OK. Fil rouge. OK. Ça va terminer. L'industrialisation de l'IA doit s'accompagner d'une démocratisation de l'intelligence biologique. Bien au contraire, les robots et l'IA ne sont aucunement responsables du chômage en France. Bien au contraire, les régions présentement les plus automatisées ont des taux de chômage quasi nuls. Bavière, Suisse, Scandinavie, Singapour, Corée du Nord, Californie. C'est eux autres qui ont le taux de chômage le plus bas, puis c'est eux autres qui ont le plus de robots. Avant même la révolution des automates intelligents, notre système scolaire et de formation est de toute façon inadapté présentement.
Ça fait 1000 fois que je le répète. Symptômes de cette inadaptation, en 2007, à la veille d'un tsunami de l'IA, 17% des jeunes français entre 15 et 29 ans sont des NEETs, Young People Not in Education, Employment or Training. Donc, ils ne sont pas à l'école. Ce qui est assez grave. Les inégalités cognitives, approchées par le QI, indicateur mal adapté pour appréhender notre place aux côtés de l'IA, pose un problème social, politique et philosophique angoissant. Dans une société de la connaissance, les écarts de capacité cognitive entraînent des différences de retenue, de capacité à comprendre le monde, d'influence et de statut social explosive. La course entre le neurone et le silicium est très incertaine. Il y a de grands désaccords entre experts. Les dirigeants de Google, DeepMind, Baidu, Alibaba sont pour leur part convaincus qu'une IA généraliste ayant des capacités équivalentes à un cerveau humain est probable entre 20 et 40 ans. Cela signifierait que les enfants actuellement en maternelle passeraient plus de la moitié de leur vie professionnelle entourés d'IA, infatigables, quasi-gratuites, endurantes, supérieures à eux. Cette double prophétie a conduit à deux propositions. Développer un revenu universel, les jobs pour les robots, la vie pour nous. Ça, c'est une idée. Et industrialiser des techniques d'augmentation cérébrale pour nous hisser au niveau d'IA censé devenir menaçante à moyen terme. Donc, moins travailler, laisser les IA travailler, les intelligences artificielles travailler pour nous, avec un revenu universel pour vraiment trouver un moyen, parce que si on travaille pas, on a plus de moyens pour travailler au niveau de notre intellect, pour s'adapter encore plus à l'intelligence artificielle, telle pourrait être une idée pour notre futur à l'adaptation de l'IA. Ma conviction, la conviction de Laurent Alexandre, est que le travail ne mourra jamais. L'aventure humaine est limitée, les missions que nous allons nous inventer vont nous occuper jusqu'à la fin des temps. En ce sens, et même si la vague technologique actuelle est particulièrement violente, le discours catastrophique sur l'avenir de l'emploi n'est que le dernier d'une longue série depuis l'empereur Vespasien. L'écart entre le salaire d'un professeur remarquable et celui d'un spécialiste de l'apprentissage des machines est suicidaire. Un excellent développeur de deep learning gagne 100 fois plus que le mieux payé des professeurs de collège sur Terre. Ça, il va falloir que ça change aussi. Il faut rapidement investir à l'échelle nationale, européenne et mondiale sur la réflexion éthique et politique, philosophique pour encadrer la civilisation issue de l'industrialisation de l'intelligence. L'IA n'est pas un trou dans la couche d'ozone, problème technique stressant mais temporaire que l'on résout en 20 ans et qui disparaît. Nous allons cohabiter avec elle à tout jamais. Dans 1 milliard d'années, elle sera toujours là. C'est-à-dire que, encore une fois, par l'intelligence artificielle, les problèmes écologiques vont pouvoir se régler beaucoup plus facilement. Par connaissance infinie. Ça revient tout le temps au même. Okay? Toutes les connaissances d'Internet, du coup, des travaux sur l'écologie, sur la couche d'ozone vont être induites dans des intelligences artificielles et on va pouvoir de cette manière trouver le moyen de sauver la couche d'ozone. C'est pour ça que le problème écologique, ce n'est pas lui le problème. C'est pas Daesh le problème. C'est pas la bombe atomique le problème. La bombe nucléaire. C'est pas... écoutez, le problème, si ça sera un problème, on va être difficilement envisageable, mais la grande problématique, c'est l'intelligence artificielle. C'est ça que les écologistes n'ont pas compris. C'est pas moi qui le dis, là. Il y a beaucoup d'intellectuels vraiment qui connaissent à la fois l'écologie, à la fois l'intelligence artificielle. Bon, des grands connaisseurs, des grands savants de ce monde savent très bien que c'est l'intelligence artificielle qui est le sujet le plus pertinent et c'est par ça, encore une fois, qu'on va régler l'écologie, les problèmes environnementaux de notre planète. Les transhumanistes auront deux avantages cruciaux. Ils seront vite plus intelligents parce qu'ils seront les premiers à accepter le neuroenhancement. Ils finiront par être majoritaires parce qu'ils vivront plus longtemps. Mécaniquement, les transhumanistes prendront le pouvoir politique et économique. Et la masse va finir par aller dans le transhumanisme. Ça, moi, je crois personnellement que c'est une fatalité. J'en vois 3. Ok, ça prend un terme. À terme, nous n'échapperons pas à une certaine hybridation avec le silicium, ni à un eugénisme intellectuel croissant, mais nous devrons essayer de sanctuariser quelques lignes rouges qui fondent notre humanité. Le développement des technologies NBC étant très rapide, vouloir défendre certains principes fondamentaux. J'en vois 3. Lui en voit 3.
Laurent Alexandre. Préserver notre corps physique au lieu de succomber au désir de devenir cyborg. Garder notre autonomie plutôt que de fusionner irréversiblement dans un grand cerveau planétaire et sauvegarder une part de hasard au lieu de sombrer dans une dictature, dans une dictature algorithmique. Tenir ces positions suppose d'y réfléchir dès aujourd'hui. Vouloir préserver un corps biologique suppose de développer proactivement un scénario de type Bienvenue à Gattaca, car la pente naturelle sera plutôt la cyborgisation avec les implants d'Elon Musk qui sont plus aisément industrialisables que la sélection embryonnaire. La peur de la mort est donc le désir d'accélérer la mort de la mort, autre livre que Laurent Alexandre a créé, qui obsède plusieurs des leaders de l'IA pourra conduire à accélérer l'émergence d'une IA forte nécessaire pour booster les recherches sur le vieillissement, qui est un phénomène ultra complexe sans que nous ayons les outils de monitoring et de surveillance, et ou bien encore notre vision avec les silicium pour obtenir une immortalité numérique, exacte de la vie éternelle biologique. En ce sens, il sera sage d'accepter de mourir pendant encore quelques siècles et de réguler l'IA. Okay? Donc, ce que Laurent Alexandre dit, c'est que il serait plus sage de prendre notre temps avec la compréhension et la régulation de l'IA qui est à mourir. Par une sagesse. Qui pourrait être une sorte de néo-sagesse, une sorte de post-sagesse. Vous comprenez? Vous comprenez. Comme si vous me répondez. J'espère que vous voyez, ça pourrait être la nouvelle sagesse. Je l'ai déjà dit, je le redis, ça pourrait être la nouvelle sagesse. La nouvelle école sera hyper technologique, mais elle aura moins pour mission de former des technologues que des humanistes capables de résister au vertige nihiliste et de rechercher des buts partagés par toute l'humanité, comme l'amour, donner l'amour de la connaissance, de la philosophie, de la compréhension du monde, et d'avoir, encore une fois, ça va nous prendre des professeurs grandioses, humanistes, là, vraiment, ça va prendre des grands professeurs pour le futur. À l'heure de la société de la connaissance, l'école est l'institution la plus fondamentale dans la conception du futur, mais elle sera la plus archaïque. Mais elle reste la plus archaïque, pardon. Complètement inadaptée. Mark Zuckerberg de la commercialisation de 2019 de casques crâniens permettent la télépathie 2019, hein? Permettant la télépathie et un premier tremblement de terre. Pourtant, les responsables politiques n'ont pas réalisé que cela allait à terme transformer les méthodes éducatives. Je répète ça, parce que je sens que ça n'a pas été clair. Les changements de l'école pourraient être dirigés par les géants du numérique. L'annonce par Mark Zuckerberg de la commercialisation dès 2019 de casques crâniens permettant la télépathie et un premier tremblement de terre. Pourtant, les responsables politiques n'ont pas réalisé que cela allait, à terme, transformer les méthodes éducatives. Il faudra donc faire émerger une puissante industrie de la neuroprotection et un corps indépendant de neuroéthiciens pour assurer que l'école ne soit pas une institution neuromanipulatrice. Hein? Parce que ça marche des deux sens, ça. Faut pas que l'école soit une neuromanipulatrice aussi. Hein? Faut pas que ce soit un certain fascisme, parce qu'il faut pas éliminer le fait que par l'intelligence artificielle, il pourrait y avoir un fascisme planétaire. Hein? Faut pas éliminer. Écoutez, il y a tellement d'hypothèses, il faut pas les éliminer. Tout est possible avec l'intelligence artificielle. Je n'y croyais pas, mais depuis que j'ai découvert ces nouvelles neurones, ces nouvelles dendrites-là, au sens biologique, puis pour rire un petit peu, depuis que j'ai découvert l'intelligence artificielle de manière pragmatique et concrète, de manière, écoutez, aussi claire que le livre La guerre des intelligences, tout est possible. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. La nouvelle école débutera avant la naissance avec les technologies de sélection embryonnaire. Elle se poursuivra la vie durant tant les besoins cognitifs changeront face aux écosystèmes rapidement évolutifs d'IA. Elle utilisera toutes les technologies NBC, des nanobiotechnologies pour augmenter les capacités neuronales à l'IA pour personnaliser des techniques d'apprentissage. Elle gérera les cerveaux plus qu'elle ne transmettra des savoirs. Non, nous ne désapprendrons pas l'IA. Non, il ne faut pas désapprendre les savoirs indispensables pour rester à la hauteur des cerveaux de silicium. Alors, ce n'est pas parce que
les connaissances se mettent écoutez, de manière grandiose dans les intelligences artificielles qu'il faut arrêter. Disons, de manière concrète, de se rendre intelligent et de connaître le monde qui nous entoure. La cohésion de l'humanité autour de valeurs communes et d'un progrès partagé est notre assurance vie contre l'émergence dans 20 ans, dans 200 ans ou 2000 ans d'IA hostiles et malveillants. Okay? L'école devra être une institution coordonnée à l'échelle mondiale. Le décalage temporel entre l'industrialisation de l'intelligence artificielle foudroyante et la démocratisation de l'intelligence biologique qui n'a pas commencé menace la démocratie, la refondation de l'école et une urgence politique absolue. Ça fait 20 fois que je le dis là, dans les 3 vidéos. Si l'école ne démocratise pas rapidement l'intelligence biologique, une toute petite élite technologique organisera le passage à marche forcée vers une civilisation post-humaine. Ils auront beaucoup de pouvoir. Fait qu'il faut vraiment que les politiques commencent vraiment à s'adapter. Ça commence vraiment après ça, là. Vraiment, là. Fait que c'est pour ça que je voterai pas. OK? Parce que on n'est pas prêt. On est vraiment pas prêt. Je veux pas faire le genre de démagogue, là. Mais on parle pas de futur. Au Québec, on parle pas de futur. On n'est pas prêt. Vraiment, là. Moins que vous le pensez, là. Moins que la rationalité, moins que nos sens le pensent, moins que toutes les informations sur Internet qui sortent sur l'intelligence artificielle, le futur, les NBC, on est vraiment pas prêt. Faut pas que ce soit seulement les géants du numérique qui s'y préparent. C'est la planète qui doit s'y préparer. Nous devons refuser une fusion intégrale des cerveaux artificiels et biologiques. La noosphère est un trou noir, un fantasme sans retour possible. C'est le fascisme du futur. À faire attention. L'histoire de notre cerveau ne fait que commencer. En définitive, professeur est le métier le plus important au 21e siècle. D'ailleurs, je compte être professeur. Je voulais a priori être professeur. Je veux encore plus là, vous comprenez pourquoi. Au 21e siècle, les scientifiques... Ah oui, excusez. Bon, on finit sur une lettre de Laurent Alexandre. Je lis les passages que j'ai trouvé le plus important. Ok. Je vais rien que regarder. On est rendu à 1h25. Parfait. Donc, on finit ça avec une petite lettre de Laurent Alexandre. Pas de face, lettre à mes enfants. Là, il parle pas à ses enfants, lui. Hein. Il parle à tout le monde, aux enfants, aux prochaines générations qui vont suivre. Voici ce qu'il dit. Je lis les passages. Attendez, je viens de voir si sa lettre est longue. Ok, non, parfait, j'ai lu au complet. J'ai même... Ok, parfait. Alors, je lis la lettre de Laurent Alexandre. Le futur dans lequel vous allez évoluer est différent du monde qui m'a formaté. J'ai donc peu de légitimité pour vous donner des conseils. Vous ne le réalisez pas, mais je suis né 5 ans avant l'énoncé par Gordon Moore de sa loi. Je viens du monde d'avant les NBC, je suis un homme du passé. Vous allez vivre dans un futur vertigineux. Au 21e siècle, les scientifiques vont euthanasier la mort, créer la vie artificielle, manipuler les cerveaux, augmenter nos capacités, développer une intelligence artificielle. Beaucoup des repères de ma génération vont se dissoudre dans la révolution technologique. Dès lors, comment se forger des valeurs? Comment formation faut-il choisir? Que faire de votre vie? Tout simplement. Sur le plan scolaire, n'oubliez jamais les humanités. Aucun technicien ne résistera à la croissance exponentielle des automates et de l'intelligence artificielle. Apprendre à coder n'est pas inutile, mais n'oubliez pas que bientôt le code sera écrit par des algorithmes. Pisser du code informatique n'est pas un métier d'avenir. Il faut apprendre à décoder le monde plus qu'à coder des programmes informatiques. Vous êtes déjà des encyclopédies technologiques. Tentez de devenir des honnêtes hommes. Nous ne savons pas encore les tâches qui ne seront pas automatisables. Soyez flexibles, transversaux et opportunistes. Comprenez ce que ça veut dire? J'espère que oui. Ne soyez pas les victimes d'une école qui forme aujourd'hui au métier d'hier. Ne devenez pas chirurgien. L'acte chirurgical sera à 100% robotisé quand vous aurez fini vos études de médecine. Surtout, ne faites pas l'ENA. Une école dont on sort sans connaître la loi de Moore ne devrait pas exister. Souvenez-vous que vos maîtres connaissent bien moins le futur que vous. Très important de se souvenir de ça. Le monde qui vient sera éminemment politique. Que fait-on du pouvoir démiurgique dont nous allons disposer sur notre nature biologique?
Il nous faut faire le pont entre les NBC et l'histoire, la culture, la philosophie. Votre génération a une responsabilité historique d'une grande ampleur. Ça, c'est moi qui le dis. Vous allez prendre des décisions qui engagent l'avenir de l'humanité. C'est votre génération qui va dessiner les contours de cet homme 2.0 puissant et quasi immortel, que la Silicon Valley et notamment les dirigeants de Google appellent de leur vœu. Soyez suffisamment forts pour ne pas vous laisser berner par les utopies mortifères, fussent-elles sympathiques. Les transhumanistes sont en train de gagner la bataille des cœurs. Il leur faudra des contre-pouvoirs. Soyez partie prenante de ce débat fondamental. L'humanité ne doit pas se transformer sans débat philosophique et politique. S'il vous plaît. Une barbarie technologique est possible, non pas sous la forme de Bienvenue à Gattaca, mais plutôt sous le trait d'un 1984 de George Orwell ou lors des NBC. C'est pourquoi je vous conseille de refuser l'idée de gouvernement mondial. Il faut garder plusieurs ensembles géopolitiques. Imaginez un gouvernement mondial qui se servirait des NBC pour créer une neurodictature éternelle. Laissez encore une petite chance à l'Europe, mais si le déclin de notre continent continue, c'est ça, de fait de la médiocrité et il parle de l'Europe, ok? Du fait de la médiocrité et de l'incompétence technologique de nos élites politiques, partez dans la zone Asie-Pacifique sans hésiter. C'est ce qu'il croit. Emportez tout de même avec vous les recettes de cuisine que vous aurez apprises. Quelques recettes dans ces livres, dont celui-là. Rien de ce que nous faisons n'est réellement altruiste. Nous agissons toujours pour avoir des bénéfices secondaires psychiques. Augmenter notre production cérébrale d'endorphines est notre seul moteur. Ce constat troublant ne doit pas vous conduire à être misanthrope et cynique. Ce n'est pas parce qu'on est altruisme. Non, excusez. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas altruiste au niveau neurobiologique par égoïsme. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'on est altruiste par... Ok, j'ai encore manqué. Je vais l'avoir. Ce n'est pas parce qu'on est altruiste par égoïsme neurobiologique qu'il ne faut pas l'être. Je rajoute de manière claire, je vous invite à être altruiste. Et ce, à plus grande échelle. Mais je vais y revenir plus tard. Essayez de faire un peu de bien au nom d'une morale détachée de Dieu. Good without God. Que vous soyez athée ou croyant, faites le bien par peur de la transcendance est vraiment minable. C'est ce qu'il dit avec un point d'interrogation. Fuyez les gourous égocentriques et suivez de belles causes. Prenez exemple sur Bill Gates, le plus grand héros du 21e siècle, qui a déjà sauvé 10 millions de vies grâce à ses campagnes sanitaires dans les pays pauvres. Essayez d'être le plus libre possible en combattant vos déterminismes génétiques et neurobiologiques. Bien sûr, ne faites jamais rien en fonction de ce qu'auraient fait vos parents. Soyez autonomes. C'est pourquoi vous ne devez pas lire cette lettre que je ne vous enverrai pas. C'était la lettre de Laurent Alexandre. Alors, voilà. Merci de votre attention. Si vous avez écouté les 3 vidéos, je suis vraiment content parce que pour vrai, là, c'est vraiment le livre le plus... en tout cas, de ce que j'ai trouvé le plus pertinent. Je pense que vous avez compris de pourquoi j'ai voulu vraiment synthétiser. Bon, c'était peut-être presque la moitié du livre. C'était long, c'était 3 vidéos. Mais je voulais vraiment mettre ça clair, je voulais vraiment mettre ça détaillé. Je voulais vraiment vous montrer que le futur est d'une importance capitale et que je vous invite à y réfléchir, à vous y préparer. Pour ma part, je vous dis que depuis que j'ai découvert le livre La guerre des intelligences, je vais consacrer ma vie, que je vive, en fait, que je meure à 50, à 100, à 150 ans, à 200 ans ou à 25 ans, parce que j'ai 19 ans, je vais consacrer ma vie à faire le bien au sens utilitariste et technologique du terme. C'est-à-dire que je vais être le plus altruiste possible et me servir du moins d'intelligence que j'ai
pour faire le plus de bien possible, encore une fois pour le plus grand nombre. Je suis vraiment content de savoir que ça sera que je vais avoir je crois en tout cas avoir la possibilité avec l'intelligence artificielle de faire ce bonheur au plus grand nombre, cet utilitarisme vraiment dans un plus grand nombre, mais dans un nombre vertigineux par l'intelligence artificielle. Je sais pas si vous comprenez mon genre de sens d'avis parce que ça l'est. Donc une sorte d'altruisme avec l'intelligence artificielle pour faire le plus grand bien du coup adapter la société au futur. Notamment je vais m'occuper du Québec. Donc, je vais en être déjà beaucoup grand. En tout cas je vais essayer du moins. Ça va être assez pour un seul individu. Donc voilà, l'altruisme par impulsion universelle, c'est ça mon sens de la vie. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Puis vraiment vous préparer pour le futur, du moins à comprendre notre futur. Parce qu'il n'a jamais été aussi pertinent à travers toute l'histoire de l'humanité. C'est sérieux, si vous croyez pas à ce que je viens de dire dans les 3 vidéos, je peux vous comprendre. Mais faites vos recherches, regardez, comme je vous ai dit, les recherches scientifiques sur le sujet, sur la génétique. On est 7,5 milliards d'êtres humains. On est 7,5 milliards de cerveaux. Il y a en vérité pas... écoutez, c'est pas si étonnant que ça hein, quand on réfléchit un petit peu avec le nombre d'êtres humains qu'on est sur la planète. Et ça va seulement augmenter. Donc voilà, je pense que j'ai été clair. J'ai essayé d'être le plus charismatique possible. Oui, j'ai parlé vite, mais je pense que j'ai parlé avec clarté. Voilà. Fait que merci de votre attention pour eux qui ont tous écouté les 3 vidéos. J'espère que vous voyez la pertinence de tout ça. Moi, mon but, c'est pas d'avoir l'air intelligent, d'avoir l'air supérieur aux autres. Là. Peut-être que ça, y en a qui peuvent penser ça. Là. J'ai seulement 19 ans. Ok, je suis jeune. Mais c'est seulement de faire en sorte que nous, les êtres humains, on se prépare à notre futur. Pour vraiment avoir un contrôle et éveiller les consciences le plus rapidement possible. Alors, 1h35, dernière vidéo sur la guerre des intelligences de Laurent Alexandre. Alors, si vous voulez lire le livre, je vous invite à le lire. Vraiment, un des livres les plus pertinents de notre prochain siècle. Merci de votre attention. Je finis ça là-dessus.